Dernière chose, l'obsession presque compulsive d'Anna Freud à distinguer le normal du pathologique. Hein? Et qui plus tard va aboutir à un livre, le normal et le pathologique, et ça, je le différencie de son père. Alors on parle beaucoup d'Anna Freud comme étant orthodoxe. Je ne sais même pas si elle est orthodoxe. Ça veut dire que plus son travail il évolue, plus il devient personnel, et plus son interprétation du travail de son père, qu'elle connaissait très bien, elle connaissait profondément le travail de son père, devient aussi une interprétation qui est propre et que parfois peuvent diverger un peu de celle de son père. Déjà ici, on voit quelque chose, c'est que pour elle, l'enfant est malade, n'est-ce pas? Et l'analyste, elle pose toute une série d'exigences qui va dans la direction de la normalisation. Je vais vous citer ici un paragraphe. Si les parents, comme nous l'indiquons plus haut, ont appris quelque chose par la maladie de leur enfant, ne remet pas en question ça, parce que dans le traitement d'enfants, combien de fois c'est des histoires que des enfants mal élevés, que les parents veulent que le thérapeute il puisse le mettre sur le bon chemin, sur le droit chemin. Et elle dit, elle parle de la maladie de l'enfant, et s'ils sont disposés à se conformer aux exigences de l'analyste, il y aura la possibilité de faire un vrai partage du travail analytique et éducatif entre la maison et l'heure d'analyse, ou plutôt de faire coopérer les deux facteurs. Dans ce cas, au terme de l'analyse, l'éducation de l'enfant ne souffrira aucune interruption, mais elle passera directement des mains de l'analyste à celles des parents maintenant plus éclairés. Plus éclairés par l'analyste d'enfant. Ça, c'est quelle page? C'est la page 66. Mais pourquoi ça? La question du normal et du pathologique, ça veut dire oui, que mais tout le monde... Non. Freud, une des caractéristiques de Freud, c'est qu'il a brouillé la question de la différence du normal et du pathologique. Voilà, parce qu'il essayait de trouver la cause, la technique, etc. Il essayait, puis il ne le trouvait pas. Et plus petit à petit, je pense qu'il a été un tout petit peu plus malléable. Mais ça, c'est fondamental chez Freud. Il a brouillé la division du normal et du pathologique. Je ne pense pas que totalement. Lorsqu'il a dit que l'analyste était un peu névrosé et qu'il analysait ses propres rêves comme celui de ses patients. Oui, il a coupé un peu des rêves. Exactement, ça veut dire il a montré que l'analyste il avait un côté névrosé. À son époque, il disait quand même il y avait une différence entre le normal et le névrosé. De nos jours, tout le monde est névrosé, dans le meilleur des cas. Tout le monde est névrosé. À l'époque, non. Les gens étaient normaux et ses patients étaient névrosés. Et c'est lui justement qui a commencé à brouiller cette piste en montrant les aspects névrosés de l'analyse, à tel point qu'actuellement tout le monde est devenu névrosé. Mais le problème, c'est quel signifiant on donne au signifiant névrosé. C'est ça. C'est-à-dire que si tu parles avec les gens de l'assurance, quand tu dis névrosé, il a dit malade. C'est-à-dire que pour toi, c'est pas ça. C'est-à-dire que les signifiants sont brouillés à cause de ça. Parce que Monsieur Tout-le-Monde ne va pas trouver que la névrose ne soit pas une maladie. Il ne va pas se trouver névrosé non plus. C'est-à-dire, ce que Freud a voulu dire, que tout le monde est névrosé, c'est la question du conflit. Il n'a pas dit tout à fait comme ça. Il n'a pas dit tout à fait. Il a un aspect névrosé. C'est-à-dire que tout le monde a des conflits. Oui. Alors, si on mettait la chose comme ça, tout le monde serait d'accord. Mais non, on dit névrosé
Mais on ne dit pas que névrosé, c'est avoir des conflits. Alors, si on dit névrosé, pour l'assurance, pour mes époux X, Y, c'est une maladie. Oui. Donc, c'est très différent. Et encore aujourd'hui. Oui, oui. Et c'est là que je dis qu'il y a une grande différence entre Freud et Anna Freud. Parce qu'Anna Freud, tout le travail d'Anna Freud, elle est contraire de Freud sur ce point. Ça veut dire, elle sépare le pathologique du normal et elle dit un peu, ça c'est pathologique, ça c'est normal. Et le problème d'ailleurs, la conséquence thérapeutique de ça, c'est que finalement, l'analyste, il devient un peu celui qui va dire dans la cure ce qui est normal, ce qui est pathologique. Et ça a changé un petit peu avec le temps, mais je pense qu'à l'époque, les gens cherchaient la guérison. Mais ça va avec mais je parle ça va avec plus spécifique. Ça va avec la notion de ces lignes de développement. Oui, chez Anna Freud, mais moi je partage un peu votre avis, parce que je trouve que la théorie chez Freud se veut quand même universalisante. Et puis il y a un texte là, qu'il avait écrit sur la névrose et la psychose, puis après il a écrit, je crois que c'est en 24 ou 25, puis quelques mois plus tard, il a publié un texte qui est assez différent, qui dit le contraire. Je crois que c'est la perte de la réalité dans la névrose et la psychose, où finalement il brouille complètement les pistes entre névrose et psychose, et de manière nette. Parce que dans l'article, je crois que c'est un article de 24 ou 25, névrose, psychose, le névrosé, il est dans la réalité, tandis que le psychotique, il y a une perte de la notion de réalité. Puis il revient là-dessus quelques mois plus tard, en disant non, dans les deux cas, le névrosé, il est pris par son fantasme, et puis il n'est pas dans la réalité, tout comme le psychotique. Donc finalement, on se retrouve le cul entre deux chaises. C'est la notion de maladie aussi. Tout le monde est malade, tout le monde est fou, comme disait Lacan. C'est ça. Tout le monde est malade. Donc c'est la question de la maladie. C'est-à-dire on met le conflit humain comme une maladie. C'est normal d'être fou. Oui. C'est ça que ça veut dire. Oui, tout le monde délire. Tout le monde délire. C'est-à-dire que du moment où on est jeté dans le monde, c'est-à-dire qu'on va devenir plus ou moins dingue. Mais donc c'est très différent de la position de sa fille. Très exactement, différent. Mais j'aimerais parce que le propre de Freud... Oui, mais j'aimerais dire que la chose a évolué. Lacan y est aussi pour beaucoup de choses. La chose a évolué. Lui, il a écrit Freud, il a écrit justement l'analyse interminable. C'est aussi dans ce sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin puisqu'il n'y a pas de cure, il n'y a pas de guérison. Donc c'est implicite. Mais je pense que c'était pas très clair et les suivants, donc les gens qui ont suivi l'école freudienne, etc., de cette époque, les gens pensaient qu'il y avait une guérison et qu'il y avait quand même une espèce de normalisation, entre guillemets. Je pense que c'était très, très... comment dire, évolutif. Il y a une évolution de la chose. Mais pas pour tout le monde, parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui, si on va parler de ça, disent oui, mais alors, le symptôme par exemple, il faut savoir la cause, parce que si on sait la cause, le truc disparaît, puis on va devenir normal. Ouais. Il y a beaucoup de gens, ça, c'est les études sur les séries. Il y a même les étudiants en psychologie qui le pensent encore de nos jours. Donc ça c'est une idée, mais bien sûr un spécialiste ne va pas penser comme ça. Mais c'est une idée qui est toujours là. Et c'est une idée des premiers psychanalystes. La causalité, la chose... Ouais, mais c'est ambigu. Mais c'est ambigu tous ces trucs, parce que bien sûr que la cause, quelle est la cause, on n'en sait rien, mais on comprend, le but de la thérapeutique, c'est de comprendre comment les choses s'articulent. Mais non, pas à cette époque. Non, mais je dis maintenant. Oui, mais pour moi, le fait de comprendre comment les choses s'articulent, c'est une forme de cause, quelque part. Mais... On cause toujours, oui. Oui, mais on cause. Alors, je pense que... Mais ça rejoint peut-être en médecine le distinguo qu'il y a entre la... Je ne sais plus si c'est
comment se déroule la maladie, les mécanismes pathogéniques, on comprend un peu comment les choses sont, puis la cause, on ne l'a souvent pas. La cause pathologique, même en médecine, c'est rare d'avoir c'est ça, ou c'est ça plus ça, c'est souvent un ensemble de mécanismes. Oui, mais il y a une cause, un remède, c'est ça. Comme ça, schématiquement, bien sûr. Ouais. Mais pour moi, le fait d'arriver à articuler comment les symptômes sont arrivés, que le patient fasse ses hypothèses, pour moi, c'est une forme de causalité. C'est une forme de causalité. On va dire, quelle est la cause de tort, puis pour vous, donc l'hypothèse, donc ça fait causer. Mais j'aimerais revenir sur la différence du normal et du pathologique, puisque chez Anna Freud, c'est très important. Plus important que pour Freud, il ne s'occupe pas de toi, mais de temps en temps il fait une distinction. Mais chez elle, une des choses à faire, c'est de distinguer ça. Et je pense qu'entre elle et son père, c'est à travers la question homosexuelle qu'on voit une des grandes différences entre elle et son père. Je vais vous lire donc une page de la biographe d'Anna Freud, Elisabeth Jung-Brühl, qu'elle a fait, je pense aussi, la biographie de Hannah Arendt, si je ne me trompe pas. Okay. Et elle dit: Anna considère cette nouvelle explication et le succès qui l'accompagne sur le plan thérapeutique comme très encourageant pour le travail mené par les psychanalystes avec les homosexuels. Elle considère également le fait que certains homosexuels soient satisfaits par leurs préférences comme un important obstacle à la thérapie analytique. Que la thérapie soit entreprise pour guérir l'homosexualité ou pour d'autres raisons. Il est évident que le refus de mettre en question une préférence, quelle qu'elle soit, constitue un obstacle au cheminement thérapeutique. Ça, c'est l'avis de la biographe. Mais Anna est particulièrement irritée par la résistance qu'elle a décrite en termes de pulsion libidinale, comme peur de la passivité et en termes de psychologie du moins, comme peur de la régression à l'identification primaire. Elle est en outre convaincue que l'homosexualité est toujours une maladie à soigner en tant que telle. Ah, ça c'est complètement contraire à Freud. En 1935, Freud avait adressé une réponse très réconfortante à une Américaine qui s'était adressée à lui pour lui demander conseil au sujet de son fils homosexuel. Avant de lui proposer de prendre son fils en analyse, il avait tenu à répondre les choses, à mettre les choses au point. Je cite: « Je crois comprendre d'après votre lettre que votre fils est homosexuel. J'ai été frappé du fait que vous ne mentionnez pas vous-même ce terme dans les informations que vous me donnez à son sujet. Puis-je vous demander pourquoi vous l'évitez? L'homosexualité n'est évidemment pas un avantage, mais il n'y a rien là dont on doive avoir honte. Ce n'est ni un vice, ni un avilissement, et on ne saurait la qualifier de maladie. Nous la considérons comme une variation de la fonction sexuelle provoquée par un certain arrêt du développement sexuel. » C'est quand même une maladie. Ouais. Non, quand même, plusieurs individus hautement respectables des temps anciens et modernes ont été homosexuels. Et parmi eux, on trouve quelques-uns des plus grands hommes. Platon, Michel-Ange, Léonard de Vinci. Cependant, en 1956, fin de citation, cependant, en 1956, Anna conseillera à Nancy Proctor Gregg, qui écrit un article sur la psychanalyse pour le journal The Observer, de ne pas citer cette lettre de Freud. Je cite Anna Freud. « Il y a plusieurs raisons à cela, dont l'une est qu'aujourd'hui, nous pouvons soigner beaucoup plus d'homosexuels qu'on ne le croyait possible au début. » La cure de conversion. Voilà. Mais alors L'autre raison est que les lecteurs pourraient voir là une confirmation du fait que tout ce que peut faire l'analyse est de convaincre les patients que leurs défauts ou immoralité, entre guillemets, ne sont pas graves
et qu'il devrait les accepter avec joie. Ce serait regrettable. Fin de citation. Anna ne modifiera pas son attitude. Je cite. Le sentiment que leurs pratiques perverses sont totalement normales, naturelles et même bonnes, entre guillemets, a empêché un certain nombre de patients ouvertement homosexuels de tirer profit de la thérapie. Fin de citation. Et là, elle dit, l'attitude d'Anna à l'égard de l'homosexualité est celle de la plupart des analystes de sa génération. Mais ça, c'est étrange. Parce que Alors qu'elle était homosexuelle. elle était homosexuelle, très probablement. Et puis, Qui dit qu'elle était homosexuelle? avec Burlingame, elle faisait un couple. Enfin, en tout cas, ils vivaient un peu en Et on ne sait couple. pas si c'était âgé. Comment? Qui dit qu'elles étaient homosexuelles? C'était pas Qu'est-ce que âgé. c'est qu'être homosexuel? Elles vivaient ensemble, elles étaient amies. Mais un peu comme un couple, elles s'occupaient des enfants, il y avait Mais déjà... peut-être pas, il n'y avait pas la sexualité. Peut-être. Mais il y avait quand même la vie... Oui, mais il n'y avait pas la sexualité. Ça. Elles se vousoyaient. Bon, peut-être. Mais Par contre, je vais vous dire une chose. Elles font des lettres d'amitié, où elles parlent de leur amitié. Et il y a eu un moment où, je pense qu'après la Première Guerre, ou je ne sais pas, ou la Deuxième Guerre, je ne sais pas, Burlingame, Dorothy, elle est allée en Amérique quelques mois, et là, elle s'est amourachée d'un psychiatre. Et elle a écrit Anna Freud. Et là, la peur que leur amitié se casse. Et l'échange des lettres, ce sont de vraies lettres d'amour, n'est-ce pas? Mais tout en parlant d'amitié et en se vousoyant. Oui, c'est-à-dire qu'elle était homosexuelle sans savoir. Exactement. Et c'est ça qui est très intéressant dans Anna Freud. Elle a un côté qui aurait pu être très avant-gardiste. Une des premières femmes à devenir psychanalyste, n'est-ce pas? Une femme qui vit avec une autre et qui s'occupe de ses enfants, mais elle n'avait jamais fait de coming out. Et pour elle, c'était impensable. Et on voit même là Et je pense qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle. Non, là, elle était anti-homosexuelle. Ça veut dire qu'elle considère ça comme une maladie. Et c'est étrange aussi par rapport à son père, non seulement l'extrait que vous dites, mais quand on avait discuté de la jeune homosexuelle, Freud dit à un moment donné, la jeune homosexuelle vient, le père veut qu'elle devienne un peu normale, enfin, selon lui, qu'elle soit hétéro, et puis Freud l'accepte finalement pour parler d'autre chose que de cette thérapie de conversion, et puis il dit clairement, de toute façon c'est autant impossible de faire devenir un homosexuel hétérosexuel que de convertir un hétérosexuel en homosexuel. Donc il dit exactement le contraire de ce que dit Anna Freud, voilà. En disant voilà, on va pouvoir les convertir. Et puis actuellement, politiquement, c'est intéressant que vous citiez ça, parce qu'en pleine actualité, on passe de devenir répréhensible par la loi, les traitements de conversion. Ça, je crois que c'est en cours, en tout cas. Mais c'est génial. C'est très intéressant. Mais c'est décevant de la part d'Anna Freud. C'est pour ça que je dis que la question du normal et du pathologique, c'est une des grandes différences entre Anna Freud et son père. Voilà, on peut arrêter là. On peut arrêter là. Ouais. Merci Marc-Antoine. Alors la prochaine fois, on va parler de Aïcha, mais peut-être on finira un peu avec cet autre texte. Sur un texte tardif d'Anna Freud d'après la guerre et autour des conséquences de la guerre, justement, de ces 6 enfants juifs qui étaient dans un camp de concentration. Ça ferait un peu le lien quelque part. Oui, ça ferait le lien.